Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, le jeu de l'ange. Il s'agit du deuxième livre du cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón, un auteur espagnol dont j'ai lu le premier, L'ombre du vent, sans en parler sur cette chaîne YouTube parce que il était candidat pour un prix, le prix de la petite maison que la bibliothèque de mon village organisait. Et d'ailleurs, il a obtenu ce prix, L'ombre du vent, et donc j'ai voulu aller voir la suite, qui n'est pas tout à fait la suite. C'est pourquoi je peux parler de ce livre sans évoquer de manière trop précise celui qui précède. D'ailleurs, il s'agit de ce qu'on appelle un préquel, c'est-à-dire qu'il se passe bien des années avant les événements qu'on lit dans le premier livre, ce deuxième livre, Le jeu de l'ange. Nous sommes à Barcelone dans les années 1920, ça commence même un tout petit peu avant, ça commence, je vais vous lire le tout début, en 1917. Et le personnage principal, et c'est ce qui fait peut-être l'intérêt de ce livre qui est foisonnant, le personnage principal est un écrivain en devenir, un écrivain peut-être raté, ou en tout cas un écrivain qui ne parvient pas à écrire ce qu'il veut véritablement écrire. Mais tout commence donc alors qu'il est encore très jeune. Un écrivain n'oublie jamais le moment où, pour la première fois, il a accepté un peu d'argent ou quelques éloges en échange d'une histoire. Il n'oublie jamais la première fois où il a senti dans ses veines le doux poison de la vanité et cru que si personne ne découvrait son absence de talent, son rêve de littérature pourrait lui procurer un toit sur la tête, un vrai repas chaque soir, et ce qu'il désirait le plus au monde, son nom, imprimé sur un misérable bout de papier qui, il en est sûr, vivra plus longtemps que lui. Un écrivain est condamné à se souvenir de ce moment parce que dès lors, il est perdu. Son âme a un prix. Et l'écrivain, qui est donc le narrateur de ce roman, va en effet perdre son âme, vendre son âme à un personnage étrange. Évidemment, on pense à Faust qui vend son âme au diable. Est-ce le diable? On l'appelle le patron, ou on l'appelle Andreas Corelli, un éditeur. Évidemment, pour un écrivain, le diable ne peut qu'être éditeur. Et ce personnage restera tout au long du livre mystérieux comme beaucoup d'autres. Les romans de Carlos Ruiz Zafón, c'est déjà le cas dans L'ombre du vent, foisonnent de personnages au point qu'on se perd dans une sorte de labyrinthe où on ne sait plus qui est qui, et surtout que certains personnages, en fait, se cachent sous l'identité d'autres personnages. On remonte dans un passé plus ancien et on reconstitue des événements inconnus qui se sont passés dans les mêmes endroits mais qui entrent en écho, en résonance avec les événements qui ont lieu aujourd'hui, et comme si l'histoire se répétait, mais quand même avec des variations, avec des personnages qui sont les descendants, peut-être, de ceux qui ont vécu les premières aventures, ou alors les mêmes personnages, mais cachés derrière des masques. Bref, c'est assez labyrinthique, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt d'un livre comme celui-ci, même si je dois avouer, après les plus de 600 pages de ce livre-là, être un peu sonné, dans le sens où je ne suis pas certain d'avoir compris grand-chose. Et bon, c'est un peu frustrant, et en même temps,
on est embarqué, c'est-à-dire que c'est un vrai page-turner, on a envie de savoir la suite, même si on n'a pas compris ce qui se passait avant, d'avoir la révélation de qui est ce personnage étrange, et puis on accroche aussi par la langue foisonnante, la langue qui est... Le terme qui me vient à l'esprit, c'est baroque. C'est peut-être parce que c'est espagnol que je dis ça, mais il y a cette idée que, au fond, on se laisse aller à raconter plein de choses qui partent dans tous les sens et qui accrochent, et qui créent un univers à la fois mystérieux et riche. Et c'est évidemment ce qu'on attend parfois dans la littérature, en tout cas d'un livre comme celui-ci, c'est ce qu'on en attend, et donc on n'est pas déçu. Donc l'histoire de cet écrivain qui fréquente, évidemment, je le disais avant, un étrange éditeur, qui fréquente aussi une librairie, la librairie de Monsieur Sempere, et là c'est le lien qu'on peut faire avec le roman précédent, qui se passe pourtant plus tard, avec un libraire du nom de Sempere, qui n'est peut-être pas le même, qui est le fils de celui dont je vais vous lire un petit extrait maintenant, fils qui est déjà présent, dont on voit les aventures amoureuses, les parents en fait du personnage principal du roman précédent. Si vous arrivez à suivre, tant mieux, sinon c'est pas grave. Et donc on est dans cette ambiance de vieille librairie, d'amour des livres. Et évidemment, c'est ce qui plaît aussi dans une lecture comme celle-ci, c'est que le livre est au cœur du livre. Ce qui renvoie, qui rajoute à ce côté labyrinthique et miroir inversé, déformant de ce livre. Monsieur Sempere chaussa ses lunettes de presbyte afin d'examiner le livre. Il le plaça. Quel est ce livre ? Il s'agit d'un livre qui s'appelle « Les Grandes Espérances » que Monsieur Sempere avait offert à David Martin, le personnage principal, le narrateur, et que lui a redonné ce fameux éditeur étrange Andreas Corelli. Bref, un livre qui a fait un parcours étrange, comme le font les livres qui sont déposés aussi dans le fameux cimetière des livres oubliés que fréquente ce personnage et que fréquentera aussi le personnage du livre précédent. Je parle du précédent au futur, vous voyez à quel point je m'en mêle les pinceaux, mais tout est fait pour qu'on s'en mêle les pinceaux dans un tel livre. Bref, je reviens au chapitre 9. Monsieur Sempere chaussa ses lunettes de presbyte afin d'examiner le livre. Il le plaça sur un linge étalé sur le bureau de l'arrière-boutique et inclina la lampe flexible pour que le faisceau de lumière se concentre sur le volume. Son expertise se prolongea quelques minutes, durant lesquelles je gardai un silence religieux. J'observais la façon dont il feuilletait les pages, les humait, caressait le papier et le dos, soupesait le livre d'une main puis de l'autre, et finalement refermait la couverture et suivait à la loupe les traces de sang séché que mes doigts y avaient laissé 12 ou 13 ans plus tôt. On voit tout de suite quand même le sang séché. Ce livre qu'il avait lu et relu et re-relu et re-relu en sang. Incroyable, murmura-t-il en ôtant ses lunettes. C'est le même livre. Comment dis-tu qu'il t'est revenu ? Je l'ignore, monsieur Sempere. Que savez-vous d'un éditeur français nommé Andreas Corelli ? À l'oreille, ça sonne plus italien que français, bien qu'Andreas soit plutôt grec. La maison d'édition est à Paris, les éditions de la Lumière. Sempere demeura quelques instants songeur, hésitant. Je crains que ça ne m'évoque rien. Je demanderai à Barcelo, qui sait tout. Gustavo Barcelo était un des doyens de la corporation des libraires de la vieille ville, et sa culture encyclopédique était aussi légendaire que sa pédanterie quelque peu irritante.
Dans la profession, on racontait qu'en cas de doute, il fallait demander conseil à Barcelo. À cet instant apparut le fils de Sempere, qui, bien que de 2 ou 3 ans plus âgé que moi, était si timide qu'il s'en rendait parfois invisible. Il adressa un signe à son père. « Père, on vient chercher la commande que je crois vous avez prise. » Le libraire acquiesça et me tendit un épais volume qui avait apparemment été beaucoup manipulé. « Voici le dernier catalogue des éditeurs européens. Consulte-le pour voir si tu y trouves des informations. Et pendant ce temps, je m'occuperai du client. » Je restai seul dans l'arrière-boutique de la librairie et cherchai en vain les éditions de la Lumière, tandis que Sempere retournait au comptoir. Tout en feuilletant le catalogue, je l'entendis converser avec une voix féminine qui me parut familière. J'entendis prononcer le nom de Pedro Vidal, et, intrigué, je m'approchai. Cristina Sagnière vérifiait une pile de livres que Sempere inscrivait dans son registre des ventes. En m'apercevant, elle sourit poliment. Mais j'eus la certitude qu'elle ne me reconnaissait pas. Sempere leva les yeux et, voyant que je restais planté là comme un idiot, fit une rapide radiographie de la situation. « Vous vous connaissez déjà, n'est-ce pas ?» dit-il. Cristina haussa les sourcils, surprise, et me dévisagea de nouveau, incapable de me situer. Alors évidemment, cette Cristina n'est pas n'importe qui, et entre David Martin et Cristina Sagnière, une histoire va naître, comme naîtra une histoire entre le fils du libraire si timide et un autre personnage qui est un personnage haut en couleur, qui s'appelle... Voilà que j'ai oublié son nom parce que, pour être franc, il y a tellement de personnages qu'on en vient à les oublier, mais je vais sans doute le retrouver dans les nombreux dialogues qu'on a dans ce livre. Évidemment, quand je cherche, je ne trouve pas. Là, elle doit être quelque part par là. Elle s'appelle... Non, pas Christina, puisque c'est celle qu'on vient de rencontrer, mais Isabella. Voilà. Un personnage intéressant que cette jeune Isabella, qui se met au service de l'écrivain qu'elle admire et qu'elle renvoie dans les cordes. Parce que, bon, il se passe plein de choses dans une étrange maison qu'il a achetée, où il vit, non, plutôt il ne l'a pas achetée, il la loue à un étrange personnage dont on ne sait pas qui c'est, puis il y a des gens avant lui qui sont déjà passés par là. Bref, je n'arrive pas à raconter l'histoire de ce livre-là, il y en a trop à dire, alors je vais lire un deuxième extrait. Juste pour goûter les mystères de Barcelone à travers ce livre-là. Le personnage principal, David, vient de visiter le fameux cimetière des livres oubliés. Il s'en éloigne et retourne dans cette maison étrange qu'il habite. À mesure que je m'éloignais de ce lieu, sa magie me quittait et j'étais de nouveau envahi par les nausées et la douleur. Il a une maladie étrange, là aussi, qui guérira par miracle ou par sorcellerie. Bref, je tombai rudement 2 fois, la première sur la Rambla et la seconde en tentant de traverser la rue Layetana, où un gamin me releva et m'empêcha d'être écrasé par un tramway. À grand-peine, je réussis à arriver devant chez moi. La maison était restée close toute la journée, et la chaleur, cette chaleur humide et insidieuse qui asphyxiait chaque jour un peu plus la ville, flottait à l'intérieur sous la forme d'une lumière pulvérulente.
Je montai jusqu'au bureau de la tour et ouvris grand les fenêtres. Un soupçon de brise soufflait sous un ciel damé de nuages noirs qui tournaient lentement au-dessus de Barcelone. Je posai le livre sur ma table de travail en songeant que j'aurais bien le temps de l'examiner plus tard en détail. Ou peut-être pas. Peut-être mon temps était-il consommé. Cela paraissait désormais sans importance. Je parvenais à peine à me tenir debout et j'avais besoin de m'étendre dans le noir. Je récupérai un flacon de pilules de codéine dans un tiroir et en avalai 3 ou 4 d'un coup. Je conservai le flacon dans ma poche et redescendis l'escalier sans être tout à fait certain de pouvoir arriver jusqu'à ma chambre d'une seule traite. Une fois dans le couloir, il me sembla voir un clignotement dans le ray de clarté au bas de la porte principale, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Je m'approchai lentement de l'entrée en m'appuyant au mur. « Qui est là ?» demandai-je. Toujours cette ambiance où on ne sait jamais s'il y a quelqu'un ou si on est seul, dans des lieux mystérieux. Il n'y eut aucune réponse, aucun bruit. J'hésitai une seconde, puis je sortis sur le palier. Je me penchai au-dessus de l'escalier qui menait au rez-de-chaussée. Les marches descendaient en spirale et s'enfonçaient dans les ténèbres. Personne. Je revins à la porte et m'aperçus que la lueur de la petite lanterne qui éclairait le palier vacillait. Je rentrai et fermai à clé, ce que j'oubliais très souvent de faire. Je la vis alors. Une enveloppe de couleur crème au bord dentelé. Quelqu'un l'avait glissée sous la porte. Je m'agenouillai pour la ramasser. Le papier était d'un fort grammage, poreux. L'enveloppe était scellée et portait mon nom. Sur le seau de cire s'imprimait la silhouette de l'ange aux ailes déployées. Le jeu de l'ange. Le voilà cet ange. Cher monsieur Martin, je vais passer quelque temps en ville et j'aimerais beaucoup pouvoir profiter de votre société et peut-être vous renouveler les termes de ma proposition. Je vous serais très reconnaissant au cas où vous n'auriez pas d'autres engagements si vous acceptiez de me tenir compagnie à dîner le prochain vendredi 13 de ce mois à 10h du soir dans une petite villa que j'ai louée pour mon séjour à Barcelone. Elle est située au coin des rues Olot et San José de la Montaña, près de l'entrée du parc Güell. J'espère que vous pourrez accéder à mon désir. Votre ami, Andreas Corelli. Quelle est la proposition? Écrire, puisqu'on a affaire à un écrivain, mais écrire quoi? Écrire une nouvelle religion. Voilà la proposition d'Andreas Corelli, qui amène quelques discussions. Qu'est-ce qui fait qu'une nouvelle religion peut fonctionner, mais qui va surtout amener dans les méandres de Barcelone à plein d'aventures tragiques. Il y a énormément de morts aussi dans ce livre-là. Tous les personnages, un à un, autour de David Martin, sont tués, au point que lui-même en devient suspect aux yeux de la police, et au point que nous-mêmes, en tant que lecteurs, nous ne savons pas vraiment quelle est la part de culpabilité du personnage et quelle est sa part d'innocence, quelle est la part de réalité de ce qu'on nous raconte et quelle est la part de fantasme, de roman vite écrit pour être bien vendu, ce que fait le personnage de David Martin dans sa carrière, en tout cas au début de sa carrière, ce que fait peut-être un peu aussi Carlos Ruiz Zafón, car évidemment, on a aussi le renversement entre l'écrivain narrateur du livre et l'écrivain qui écrit ce livre-là, écrivain à succès. Donc, nouveau renversement, nouveau questionnement, nouveau moment où on se perd. Et je pense que ce que je viens de vous raconter ne vous a sans doute pas permis de comprendre vraiment de quoi il est question dans ce livre-là, mais c'est justement parce que on ne comprend pas véritablement de quoi il est question que l'écriture
et que la lecture ont de l'intérêt. Donc, il est bon d'accepter de se perdre et de se faire embobiner dans ce jeu de l'ange de Carlos Ruiz Zafón.